Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cet atelier, donc l'atelier A3 sur le numérique dans la vie du risk manager. Donc il risque d'y avoir des gens qui arrivent un peu en retard, il y a encore de la queue à l'entrée, mais on va quand même commencer parce que vous avez probablement des engagements après cet atelier. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette magnifique installation du CID pour cet atelier. Nous sommes aujourd'hui 4 à vous présenter, essayer d'éclairer un peu ce sujet. Donc moi je suis François Baume, je suis un des vice-présidents de l'AMRAE et je suis également directeur des assurances du groupe, directeur des risques et des assurances, pardon, du groupe Sonepar. Et j'ai à côté de moi aujourd'hui 3 intervenants de qualité qui vont nous aider à éclairer un petit peu cette problématique. Donc je vais les laisser se présenter en fait, parce que comme on a quand même un peu de temps, je pense que c'est plutôt sympa que chacun se présente individuellement. Donc Antoine, si tu veux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Antoine Lamirested, moi je suis directeur commercial d'E.ON France, voilà, et j'ai un parcours de pur courtier. Ça fait un peu plus de 23 ans que je fais ce métier, voilà. Bonjour à toutes et à tous, Romuald Lalou, je suis le directeur du contrôle interne et des risques du groupe Saint-Gobain et j'exerce également des responsabilités pour l'audit en termes de méthodologie et de supervision des zones Angleterre, Moyen-Orient et Afrique. Bonjour à toutes et tous, je suis Bertrand Rubio, associé de partenaire des équipes consulting, EY, Risk Consulting, et j'interviens particulièrement sur les sujets de digitalisation des fonctions risque, audit et contrôle. Voilà, donc maintenant vous nous connaissez très bien, et certains plus que d'autres, parce qu'Antoine, tu as mentionné ton historique dans la fonction, ce qu'on n'a pas fait par pudeur, Romuald et Bertrand et moi, mais on est beaucoup plus jeunes qu'Antoine en fait, pour ceux qui se poseraient la question. C'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas mentionné. En termes d'agenda aujourd'hui, on vous propose un échange en 3 parties. Une première intervention sur une sorte de panorama, c'est-à-dire quel est le champ des possibles, quels outils, quels besoins pour le risk manager. On va essayer, notamment Bertrand, va essayer de défricher un peu tout ça. Ensuite, on va basculer sur un cas d'usage avec Romuald sur le process mining. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je ne vais pas déflorer le sujet, on va vous expliquer ce que c'est et on va partager le retour d'expérience de Saint-Gobain. Et enfin, avec Antoine, on va essayer de voir comment le risk manager, qui a aussi la charge souvent de la souscription des polices d'assurance, peut, avec son courtier, utiliser cette masse de données, cette masse d'informations, en faire quelque chose dans le processus de souscription. Est-ce que vraiment ça a un intérêt? Est-ce qu'il faut investir du temps et de l'énergie là-dessus aujourd'hui et demain? Donc c'est tout ça qu'on va essayer de voir. Et à la fin, on aura un temps pour les questions. Donc si vous avez des questions, merci de les garder pour la fin. On a prévu, et je pense que malgré le départ un peu différé, on va arriver à avoir un temps pour les questions. On a prévu un moment assez long pour un échange avec la salle. On n'est pas super nombreux, donc on pourra le faire et on pourra vous passer un micro pour ce faire. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Bertrand pour commencer à dresser le panorama et le tableau du sujet. Merci François. Alors effectivement, le paysage des technologies qui s'offre à nous en tant que risk manager est assez large, parfois un peu compliqué à lire. On parle d'outils de BPM, de GRC, d'SIGR, d'IRM, de CCM, de process mining, de RPA. Et le challenge que m'a proposé François était en 10 minutes de vous rendre complètement fluent sur ces différentes technologies. Alors peut-être 15 minutes si on parle du panorama des SIGR réalisés par l'AMRAE. Mais voilà, bon, challenge accepted. On va pouvoir regarder ensemble du coup finalement les grandes familles de solutions qui sont à notre disposition. On a essayé de les regrouper du coup en 5 grandes familles. Donc la première sont les outils qu'on appelle les outils BPM ou Enterprise Architecture. Donc BPM, c'est pour Business Process Management. Ce sont des outils qui permettent de modéliser notamment les différents processus de l'entreprise dans une interface web, de partager ces modélisations de processus dans l'organisation et ainsi de pouvoir également partager les risques et les contrôles et les contextualiser dans le déroulement opérationnel du processus. Voilà une première famille d'outils. Seconde famille, ce sont les outils que l'on appelle des outils de GRC ou
SIGR, Système d'information de gestion des risques. GRC, c'est gouvernance, risque et conformité. Ici en anglais, voilà, RMIS, Risk Management Information Systems. Donc là, ce sont des outils qui permettent à la fois aux différentes parties prenantes de déployer des mécaniques d'évaluation dans l'organisation, d'évaluation des risques, d'évaluation des contrôles, d'avoir des logiques de workflow, de suivi des plans d'action et de reporting. Alors pour être un petit peu plus précis, vous voyez là un ensemble de briques d'un puzzle. Les briques en jaune sont les briques que l'on retrouve le plus souvent chez les éditeurs du marché, dans cette famille de solutions. Et pour vous en dire quelques mots, si on prend la brique contrôle interne, donc là, les outils, qu'est-ce qu'ils vous proposent? Ils vous proposent de documenter votre référentiel de contrôle interne dans l'organisation, de le diffuser, d'avoir des logiques de documentation des contrôles en fonction de leur fréquence, d'avoir des logiques d'auto-évaluation, des logiques de tests et de documentation des tests, et de pouvoir voilà, enregistrer ces évaluations, enregistrer les évidences, avoir des étapes de validation et différents tableaux de bord associés. Sur les outils d'audit, donc là, ce sont des outils qui vous proposent de documenter votre plan d'audit annuel, de documenter les programmes de travail des auditeurs, de documenter la réalisation des missions d'audit avec les évaluations de risque, la saisie des findings, des recommandations d'audit. Tout le travail d'échange auditeur-audité est également intégré dans ce type de portail web. Vous avez un module que l'on voit ici, plan d'action, qui permet tout simplement de pouvoir documenter en fait un ensemble de plans d'action. Alors suite à des démarches de cartographie des risques, ERM, SAPIN, devoir de vigilance, ou associés aux démarches de contrôle interne ou d'audit interne suite aux recommandations d'audit. Et donc de pouvoir disposer d'une base de données unique, centralisée, connectée avec les différents modules. Vous avez évidemment le module de cartographie des risques qui permet, lui, de documenter l'univers de risque, de le partager dans l'organisation, d'avoir des logiques d'évaluation des risques et quelque part aussi de bénéficier des autres modules fonctionnels. C'est un peu le sens du puzzle que vous voyez ici, c'est un peu le sens de cette famille d'outils, c'est de pouvoir créer des passerelles, des ponts entre les référentiels, de créer une cohérence dans tout ça. Je prends souvent l'exemple d'une sorte de fiche cockpit de risque que l'on pourrait retrouver dans ces solutions, dans lequel vous avez un premier onglet de description du risque, un deuxième onglet d'évaluation, puis après vous retrouvez tous les éléments de contrôle interne qui contribuent à la maîtrise de ce risque et qui sont auto-évalués ou testés et rapatriés dans la fiche du risque. Vous retrouvez les éléments d'audit, les findings d'audit associés à ce risque-là qui sont rapatriés également, les incidents qui peuvent remonter du module de base incident, les plans d'action associés aux démarches de risque, de contrôle, d'audit. Donc voilà, tout un ensemble de matières qui du coup peut remonter et s'agréger à la maille du risque pour donner une vision la plus cohérente du risque. Voilà, puis vous avez tout un autre ensemble de modules. Vous voyez la base incident, vous voyez un module de gestion de la qualité, un module de conformité, compliance management, qui permet typiquement de documenter les exigences réglementaires auxquelles l'entreprise est soumise, d'avoir des logiques toujours un peu d'évaluation de ce cadre réglementaire, de suivi des plans d'action réglementaires, de lien avec les référentiels de risque, là aussi, d'entreprise. Voilà, vous avez un module de gestion des réclamations, data privacy, gestion du risque de tiers, auquel on s'intéresse évidemment de plus en plus, gestion des polices, HSE. Bon, je ne vais pas tous les décrire. L'objectif étant de se garder un peu de temps pour la suite. Alors, vous avez une troisième famille d'outils qui permettent finalement de détecter des risques, de les mesurer, les analyser. Et cette troisième famille, à la différence des précédentes, elle s'appuie vraiment sur la data de l'entreprise, la data interne qui viennent de vos ERP notamment. Et on retrouve typiquement dans cette famille des outils d'analytics dans lesquels on construit des requêtes que l'on lance sur un grand volume de données, souvent voilà, des données qui viennent de votre ERP finance, de votre ERP achat ou sur supply chain ou sur des sujets opérationnels.
et qui permettent du coup de détecter des failles, des problèmes potentiels et de les quantifier. Vous avez ensuite ce que l'on appelle CCM, juste à côté. Quelque part, c'est l'étape de maturité supplémentaire. Une fois qu'on a défini une approche analytics robuste, c'est le fait de l'automatiser, c'est du continuous control monitoring. Donc, on automatise toutes ces requêtes-là et on remonte des alertes automatiquement en temps réel à la seconde ligne, voire à la première ligne, aux responsables des processus, pour leur indiquer cette fois qu'une transaction qui vient de passer dans le système d'information respecte un certain pattern que l'on a préidentifié et qui doit lever une alerte. Et cette alerte remonte, elle peut être traitée, documentée après par la seconde ligne ou la première ligne. Vous avez des outils, ce sont plutôt des démarches de control automation, mais qui s'appuient finalement à la fois sur des contrôles automatiques qui peuvent s'activer dans les ERP, et qui s'appuient aussi sur des outils tels que les outils d'RPA, Robotic Process Automation, qui sont des outils qui permettent d'automatiser un certain nombre d'actions ou de contrôles manuels que l'on peut faire. Donc, dès que l'on a des actions un peu systématiques d'extraction de fichiers, de comparaison, de remontée d'alerte par mail, donc là, on peut configurer des robots, c'est l'objectif de ces RPA, qui font ces actions automatiques sur des gros volumes de données en back-office et remontent du coup là aussi des alertes qui peuvent s'hériter du coup de la croisée de différentes sources. Voilà donc une troisième famille d'outils utiles dans cette famille. Vous avez ensuite ce que l'on appelle l'access management. Donc là, ce sont des outils qui permettent d'automatiser, de superviser les risques de segregation of duties. Voilà, des outils un peu spécifiques sur cette thématique-là. Vous avez le process mining. Alors Romuald nous détaillera cette famille d'outils, mais je trouve ces outils intéressants parce que dans les démarches analytics, on sait quels risques on veut aborder. On construit une requête pour traiter ce risque-là, pour le mesurer. Dans le process mining, le prisme est un peu différent. On va injecter dans l'outil de process mining les logs de l'ERP, les transactions de l'ERP, et c'est l'outil qui va reconstituer le processus et nous permettre d'identifier des atypismes qui seront investigués. Donc on n'a pas d'a priori et on découvre le processus grâce à cette solution-là. Donc voilà, deuxième approche un peu différente. Et puis on a des outils de data preparation. Donc là, ce ne sont pas des outils qui sont dédiés spécialement au risk manager, mais sont malgré tout des outils importants parce que dès qu'on parle de data, sur lesquels s'appuient les autres outils que l'on a vus, on a toujours un enjeu d'extraction et puis de nettoyage de la donnée. Donc il y a des outils assez spécialisés qui permettent de faire ça de façon automatique. Voilà, ce sont ce qu'on appelle ces outils de data preparation. Voilà, donc outils de modélisation, outils d'évaluation, je dirais, outils de mesure sur la data. Deux autres familles d'outils. Je vais peut-être afficher l'ensemble des animations. Donc, quatrième famille sont les outils de data visualisation. Pas non plus des outils dédiés à la base au risk manager, mais des outils qui prennent de plus en plus de place dans nos pratiques aujourd'hui et qui apportent une vraie valeur ajoutée et qui peuvent complètement se combiner avec les autres familles d'outils. Il n'est pas rare, et même de plus en plus commun, d'utiliser ces outils de visualisation de la donnée et de partage de tableaux de bord dans l'organisation en sortie de démarches analytics. Vous avez des outils qui permettent de faire du requêtage un peu complexe et vous avez la data visualisation qui va restituer ces tableaux de bord et peut-être partager du coup cette information à la première ligne de défense. Je croise aussi souvent des sociétés qui peuvent être pas complètement satisfaits des modalités de reporting et de tableau de bord des outils de GRC et qui utilisent la data visualisation pour pouvoir être plus souple, aller plus loin et éventuellement croiser des données tierces. Et c'est le sens de ce qu'on voit aussi en haut du schéma. C'est croiser des données qui peuvent venir d'ERP pour calculer peut-être des indicateurs qui vont s'adjoindre aussi et peut-être se rajouter dans la fiche cockpit du risque dont on parlait tout à l'heure,
qui elle-même s'enrichissait d'éléments du contrôle interne, d'éléments de l'audit, mais qui s'enrichit aussi peut-être d'indicateurs de risque, voilà, venant de sources internes ou de sources externes. Vous voyez apparaître en bas du schéma des sources externes, et je pense que c'est un vrai un enjeu fort aujourd'hui de nos métiers, c'est de pouvoir aussi mieux exploiter la donnée interne, mais aussi mieux s'enrichir et mieux enrichir nos démarches de risque avec des insights externes. Donc là, il existe de multiples sources de données, j'en cite quelques-unes, WorldCheck, Dun & Bradstreet, Dow Jones, des bases et des études et des organismes aussi externes qui parfois publient ouvertement aussi de la donnée utile qui peut être riche dans un contexte de risk management, qui sont parfois réutilisés aussi par la 5e famille d'outils que l'on voit, qui sont ce que j'ai appelé external indicators ou external aggregators, qui permettent d'agréger ces indicateurs externes sur un format exploitable autour de la e-réputation, autour du risque géopolitique, autour du risque pays, autour du risque climatique. On avait dans l'atelier d'hier sur la data justement quelques illustrations de comment exploiter les données météorologiques en les mappant avec les différents sites que l'on a dans l'entreprise, et voilà, apporter encore de la matière intéressante et exploitable au Risk Manager. Donc il y a un vrai enjeu de croiser ces différentes sources, internes, externes, pour pouvoir offrir cette vision cohérente et agrégée du risque. Voilà, donc j'espère que le challenge est atteint et que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur ces grandes familles de solutions. On aurait peut-être juste dû fournir aussi en annexe un glossaire des acronymes, parce que je ne sais pas si vous êtes familier de tout ça, mais il a déjà lâché quand même facilement une vingtaine d'acronymes anglais, français, etc. Donc au final, c'est peut-être un peu compliqué de s'y retrouver, mais modulo cette petit commentaire. Je pense que oui, le challenge a été bien relevé. Merci Bertrand. En tout cas, vous voyez la grande famille. Alors c'est important aussi quand on voit les technologies. En général, chaque éditeur est souvent vient plutôt d'une de ces familles-là. Donc c'est important de comprendre de quelle famille il vient. C'est souvent la famille, c'est souvent le domaine dans lequel il est fort. Après, il y a certaines plateformes qui combinent, qui sont à cheval entre plusieurs de ces familles-là. C'est pas hermétique aussi, hein. On a heureusement des interfaces qui se créent entre ces familles. On a aussi des outils comme des outils de data visualisation qui sont parfois utilisés pour faire de l'analytics. Un premier niveau d'analytics pas trop complexe, mais qui peuvent être des bons outils aussi pour ça. Donc voilà, il y a aussi une certaine porosité entre ces grandes boîtes que je vous ai présentées. Alors, quelques mots aussi sur une étude qui est produite chaque année par l'AMRAE en partenariat avec EY, qui s'appelle et qui concerne la deuxième boîte que l'on a vue, les outils de GRC ou les SIGR, les systèmes d'information de gestion des risques. Donc, c'est le panorama des systèmes d'information de gestion des risques. C'est une étude qui s'appuie sur 2 questionnaires, un questionnaire adressé aux risk managers, alors en France et à l'étranger, à travers un certain nombre de partenariats qu'a noué l'AMRAE avec d'autres associations professionnelles de risk management, et un questionnaire adressé assez largement aux éditeurs du marché, et qui permet à la fois de présenter les tendances que l'on voit sur le marché associées à ces technologies, dans la vision risk manager et dans la vision croisée des éditeurs. Et en même temps, c'est un outil qui permet aussi de présenter quelques fiches synthétiques des différents acteurs du marché. Voilà, donc c'est un outil qui nous paraît aussi intéressant pour, quand on ne connaît pas cet environnement-là, découvrir, avoir quelques informations utiles pour appréhender correctement ce marché. Voilà, on a l'édition 2021 qui s'était enrichie d'un certain nombre d'avis d'experts complémentaires, de fiches éditeurs, de témoignages, de nouveaux axes analysés comme la gestion du risque de tiers. Et vous retrouvez ici, alors l'étude est assez riche, hein, on en retire beaucoup d'informations. On vous a remis là dans 2 slides quelques éléments un peu synthétiques qui nous permettent simplement de voir que ça reste un marché très dynamique. Plus de 50% d'appels d'offres supplémentaires par rapport à l'année dernière. On a près de 56% des risk managers qui ont déjà utilisé des outils, donc 44% qui n'en ont pas encore utilisé. Donc il y a un terrain de jeu encore assez large
et qui confirment un peu la dynamique du marché. Et indicateurs que je trouve intéressants sont des projets qui sont assez fédérateurs et qui finalement, pour 96% des risk managers répondants, impliquent le fait d'impliquer différents départements de l'organisation. Donc, pas simplement les équipes de risk management, mais impliquer aussi le contrôle interne, les assurances, la qualité, l'audit, pour pouvoir, un peu dans l'esprit du puzzle que l'on a vu tout à l'heure, créer ces passerelles, partager ces référentiels et créer des analyses transverses. En tout cas, un vrai mouvement de fond que l'on voit ces dernières années et qui s'est confirmé, là encore, dans la version, dans la précédente étude. Et enfin, dernière, je finirai par là, quelques éléments de synthèse aussi sur les top 5 des avantages perçus par les professionnels du risque suite à la mise en œuvre de ce type de solution. Donc là, on voit que ça permet évidemment de consolider automatiquement l'information, notamment, et puis de passer plus de temps sur l'analyse que sur ces démarches à faible valeur ajoutée de consolidation. Ça permet de partager plus facilement des informations dans l'organisation. Ça permet de faciliter la transversalité, toujours dans cet esprit de puzzle dont on a parlé, en partageant des référentiels. Donc, faciliter la transversalité entre les départements, harmoniser les pratiques, évidemment, en offrant un cadre structurant de gestion des risques. Et puis, on se rapproche sur une gestion plus temps réel. Vous retrouvez les critères de sélection les plus communément utilisés dans les appels d'offres et finalement les grandes attentes, donc les grands modules recherchés en général par les risk managers. Voilà quelques éléments de synthèse. L'étude est disponible gratuitement, téléchargeable sur le site de l'AMRAE. Donc n'hésitez pas à y accéder. Elle est disponible en français et en anglais. Exactement. Et on prépare, ce que Bertrand n'a pas dit, on prépare la nouvelle édition qui sera disponible probablement quelque part entre fin avril et fin mai. Donc c'est un processus continu qui s'enrichit et qui est renouvelé chaque année. Merci Bertrand. Donc suite à l'intervention de Bertrand, on a une vue quand même d'hélicoptère, une vue assez macro de toutes ces différentes familles d'outils. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe la parole à Romuald pour faire un zoom et voilà, creuser le process mining. Et je pense qu'il aura moins de secrets pour vous après son intervention. Merci François et merci à l'AMRAE de me donner l'opportunité de présenter ce retour d'expérience de Saint-Gobain sur effectivement l'utilisation du digital et des data analytics dans notre fonction d'audit. Alors, je vais commencer par vous présenter le groupe Saint-Gobain. Vous le connaissez sûrement, il y a de belles réalisations dans ce groupe. Je peux nommer notamment la Galerie des Glaces, tout simplement, les miroirs de la Galerie des Glaces à Versailles. C'est un groupe très ancien qui a plus de 350 ans d'existence. On a un chiffre d'affaires d'environ 38 milliards d'euros. On est présent dans 70 pays avec 167 000 collaborateurs. On a plus de 3500 points de vente parce que le groupe Saint-Gobain a beaucoup d'activités dans la distribution. Et puis on a aussi environ 800 unités de production. Donc voilà, pour une présentation globale du groupe, avec une vision qui est très en ligne avec le développement durable, la référence mondiale de la construction durable, contribuant à l'amélioration de la vie quotidienne grâce à des solutions de haute performance. Et aussi une très belle raison d'être qui est « Making the world a better home ». Je pense que c'est une aspiration de tous et en tout cas du groupe Saint-Gobain. Si je vous présente maintenant notre direction audit, risque et contrôle interne, alors elle est dirigée par un VP qui rapporte au président du conseil et qui rapporte aussi bien évidemment au comité d'audit et des risques, avec 3 divisions, audit, risque et contrôle interne. Je dirige donc le contrôle interne et les risques et je me charge par ailleurs de la coordination de la méthodologie d'audit et de la supervision de certaines zones pour la réalisation des missions sur ces zones. On a un département qui est assez bien fourni avec environ 75 auditeurs répartis sur 7 bureaux, le principal étant bien sûr à Paris, à notre siège, mais vous voyez qu'on court à peu près toutes les géographies avec nos différents bureaux. On est un département qui a un grand nombre de nationalités, une vingtaine, et par ailleurs, on a une activité assez forte avec 170 rapports publiés tous les ans. Alors pourquoi je mentionne ça? Parce que vous allez le voir, il y a un lien avec les data analytics dans le sens où
il a fallu qu'on mette en place une méthodologie et une organisation qui permettent de produire cette forte activité, ce nombre important de rapports avec une approche qui soit homogène et des moyens qui soient utiles à tous et compréhensibles par tous les auditeurs, quelle que soit leur origine et leur localisation. Voilà. Sachant qu'en plus, dans notre service, nous ne gardons pas les auditeurs très longtemps. En d'autres termes, la rotation chez nous est d'environ de 30% par an. Un auditeur fait en moyenne 3 ans à l'audit. Et donc, ça veut dire qu'il faut que l'auditeur soit capable de travailler et de comprendre notre méthodologie très vite. Et donc, encore une fois, l'utilisation d'outils de data analytics va permettre de faciliter justement cette appropriation des techniques d'audit. Point important pour ce qu'on va voir après, le pôle IT et Data Analytics de notre équipe d'audit qui se compose, alors qui est dirigé par un senior manager en charge des sujets IT et Data Analytics et qui se compose d'une équipe basée à Paris, composée de 5 auditeurs senior managers qui réalisent des audits spécifiquement liés au domaine IT et qui coordonnent aussi les sujets de Data Analytics. Et surtout, on a, je vais vous expliquer comment on a fonctionné, mais surtout, on a une équipe de 10 personnes en Inde qui travaillent exclusivement sur la production, la conception et la production de Data Analytics pour notre service d'audit. Voilà. Donc il y a quand même une organisation très forte liée au sujet IT et Data Analytics. Ce qui veut dire que dans notre service, on a fait notre évolution il y a quelques années. Je vais vous montrer la ligne de temps, mais on a effectivement fait cette révolution. Et là où avant, on avait une approche assez traditionnelle qui consistait à organiser des ateliers avec l'audité, organiser des entretiens avec l'audité, regarder la documentation, faire des échantillons sur une population assez réduite, on est passé à une approche très différente, axée sur la donnée, qui consiste à extraire les données de la société auditée ou de l'objet audité, de préparer ces données, de les filtrer, de les organiser, de les analyser, de telle sorte que l'on puisse préparer des restitutions sous forme de dashboard qui sont disponibles pour les auditeurs et qui facilitent leur travail ensuite pendant la préparation de la mission et la réalisation du fieldwork. Seulement après, on fait les entretiens pour confirmer ce qu'on a détecté par les data analytics. Donc l'approche est complètement inversée. Alors, data analytics chez Saint-Gobain, on a en réalité choisi 2 outils pour structurer cette approche. D'abord, un outil de data mining que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Tableau, qui permet d'analyser les données en fonction de critères qu'on a prédéfinis. Donc on dit, je veux voir tel type, je veux être capable de trouver tel type d'anomalie. Par exemple, des clients avec des limites de crédit qui seraient en dépassement. Donc je définis quel type d'analyse je veux avoir et je construis un dashboard par tableau qui sera ensuite capable de trouver cette anomalie sur l'ensemble de la population analysée. On peut choisir d'analyser 1 année de données, 2 années, 3 années. Tout dépend de l'approche qu'on souhaite prendre. Et un deuxième outil, qui est celui que je vais plus détailler dans cette présentation aujourd'hui, qui est l'outil de process mining, qui est Celonis en l'occurrence, qui lui, effectivement, comme l'a expliqué Bertrand, permet de comprendre le flux, le processus réel suivi dans l'objet audité, dans la société, par exemple, que vous allez auditer. Alors, tout ceci pour dire que les data analytics ont, pour nous, plusieurs avantages. D'abord, la possibilité de réaliser une analyse exhaustive, puisqu'on regarde l'ensemble des transactions, et non pas seulement un échantillon prédéfini, choisi par l'auditeur selon des critères qui peuvent être parfois un peu difficiles à définir. On a des observations beaucoup plus pertinentes, parce qu'on est souvent en mesure d'appuyer nos observations par des faits matériels, par des analyses qui sont quantifiées. Et puis, j'en parlerai aussi tout à l'heure, ces outils, au-delà du fait qu'ils nous permettent de réaliser notre travail d'audit pur, d'analyse et de recherche des anomalies,
permet aussi de travailler sur la performance et de donner des pistes d'amélioration de la performance aux sociétés. Et ça, évidemment, le management local, l'audité, est très friand de cette approche qui est beaucoup moins liée aux normes et au respect du contrôle interne et beaucoup plus en lien avec ses objectifs de création de valeur et de recherche de la performance. Alors, notre projet d'analyse de données à l'audit, il s'est établi sur plusieurs années. En fait, on a commencé en 2015-2016. Vous voyez, ça remonte déjà à quelques années. On a eu 2 ans de mode projet intense avec la mise en place d'un steering committee, d'équipes fonctionnelles que je dirigeais qui avaient pour vocation de définir les analyses qu'on souhaitait mettre en place, et puis aussi une très grosse équipe technique qui visait à définir les moyens techniques à mettre en œuvre et ensuite trouver les bonnes solutions, les bons outils de data analytics. Sachant que voilà, il y a l'analyse des besoins fonctionnels, il y a une complexité en tout cas chez Saint-Gobain qui est le fait qu'on a de nombreux ERP, majoritairement SAP, mais pas seulement. Donc il faut aussi que ces outils puissent répondre voilà, aux impératifs de systèmes utilisés dans un groupe comme le nôtre. Et puis, point très important, que les outils soient suffisamment plaisants en termes d'ergonomie, en termes de facilité d'acquisition pour les auditeurs et les utilisateurs. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on a fait très attention parce qu'on savait que c'était le point crucial pour nos auditeurs et aussi pour mettre en place ce changement important dans le service. Donc on a analysé beaucoup de solutions, on a fait plusieurs POC et au final on a donc retenu Tableau et Celonis. Tableau on l'a mis en œuvre en juillet 2016, Celonis on l'a mis en œuvre sur une solution on-premise en juin 2017, donc il y a quand même déjà assez longtemps. On a eu des problématiques à résoudre du type l'amélioration de la performance, parce qu'encore une fois, le temps de réponse pour ces analyses doit être court, sinon l'auditeur se désespère. Donc voilà, il y a eu des projets d'amélioration de la performance avec Indexima notamment, qui n'était pas non plus une mince affaire. On a aussi travaillé sur l'amélioration de notre approche. Encore une fois, aujourd'hui, on travaille sur des extractions. Grâce au big data et grâce au data lake, maintenant, on est capable de se connecter directement sur la donnée, ce qui permet encore une fois de faciliter aussi tout ce travail de préparation de la donnée avant de la mettre à disposition des auditeurs. Et puis, depuis août 2021, on a signé un contrat cadre avec Celonis qui fait que l'outil n'est plus seulement disponible pour l'audit, mais ouvert à l'ensemble des sociétés du groupe. Et là, on est en train d'impulser une autre démarche qui me concerne particulièrement en tant que directeur du contrôle interne, qui est de mettre en œuvre une démarche de contrôle permanent basée sur l'utilisation des outils de data analytics. Et évidemment, avec quelque chose de beaucoup plus pertinent en termes de résultats, encore une fois, sur le contrôle des opérations, mais aussi sur l'amélioration de la performance. Tout ceci avec en filigrane l'évolution de la méthodologie, le besoin de formation des équipes, et puis la mise à jour des programmes de travail. Donc, pour ceux qui auraient cette volonté de mettre en œuvre une démarche de data analytics, il faut bien prévoir l'ensemble des ressources qui doivent être mises en œuvre. Alors, pour parler un peu plus de Celonis, comment est-ce qu'on fonctionne sur ce software, en réalité, Bertrand l'a expliqué, les processus métiers dans un système laissent des traces. C'est ce qu'on appelle les logs. C'est ce que vous voyez à l'écran sur la partie gauche. Et vous voyez qu'en fait, tous ces logs permettent de tracer les différentes transactions utilisées et de savoir exactement ce qui s'est passé dans le RP. Et donc le process mining, c'est la partie droite sur la slide, reconstitue et modélise l'ensemble des étapes du processus à partir de ces logs, donc à partir de données réelles. Et donc on est capable de voir très rapidement le processus qui est suivi dans une société. Et donc on a quelque part le processus de référence, qui est ce que vous voyez à gauche, qui est quantifié. Donc on voit pour chaque étape combien de transactions il y a eu effectivement. Et puis après, l'auditeur ou l'utilisateur peut aller faire des zooms pour voir les exceptions par rapport à ce processus type. Donc on a 90%
des transactions qui suivent bien le même processus. Et puis quand on commence à regarder les 10% restants, c'est la vue numéro 2, la vue exploratoire, on va commencer à voir tout ce qui est différent. Et donc comprendre pourquoi ça a été différent. Comprendre pourquoi on n'a pas suivi l'étape purchase request, purchase order, validation de ma commande d'achat, pardon, etc., etc. Pourquoi on a fait quelque chose de différent à un moment donné. Et donc on peut arriver, et c'est souvent le cas, hein, la vue complète que vous voyez, ce qu'on appelle le plat de spaghetti, c'est l'ensemble des transactions, l'ensemble des anomalies, l'ensemble des boucles, etc., qui ont eu lieu sur une période donnée dans ce système. Alors donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'intérêt de ce type d'outil, c'est pour nous, auditeurs, de remplir notre objectif numéro 1 qui est d'identifier les non-conformités. Et donc cette visualisation des flux permet l'identification de ces anomalies et de voir dans quelle mesure le processus type établi est bien suivi ou pas. Ce qui veut dire que c'est un outil qui aide particulièrement à la détection de risques potentiels de fraude, de risques potentiels de conformité, mais aussi de risques opérationnels. Quand je regarde le processus achat, quand je regarde le processus vente, je vais être en mesure de dire, mais attendez, en fait, ce que vous avez établi dans vos procédures, dans votre mode de fonctionnement, l'établissement de vos prix, l'établissement de votre facturation, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Donc là, il y a un problème commercial, il y a un problème de sourcing, il y a un problème d'approvisionnement, il y a un problème d'engagement de dépenses. Et ce genre d'argument parle très bien aux opérationnels. On est beaucoup plus pertinent. Donc ça, c'est pour le premier objectif que cet outil permet de remplir. Le deuxième objectif, c'est celui de la performance et de l'amélioration de la performance. Et là, effectivement, je vais vous montrer dans certaines analyses derrière, si je ne suis pas trop long, ça va ? Je pense que c'est bon. C'est bon. Non seulement de voir ces anomalies, mais de voir le temps qu'on met, par exemple, entre chaque étape. Et je vais vous montrer, mais par exemple, on peut dire, ce processus, il devrait être fait de bout en bout, par exemple, purchase to pay, il devrait être fait en 10 jours. Et puis on regarde avec Celonis, au-delà des anomalies, on se rend compte qu'on a mis 15 jours. Alors là, le DG, quand il entend ce genre de choses, ses yeux sont grands ouverts et il dit, alors là, ça commence à m'intéresser beaucoup à votre restitution d'audit. Expliquez-moi pourquoi mes équipes mettent 5 jours de plus à réaliser ce qui était prévu en 10 jours. Et on est capable d'expliquer, puisqu'en fait, on va dans le processus exploratoire, on lui explique, oui, mais regardez là, il y a une boucle. Et au moment de passer au service X ou Y, le temps de traitement, il est 2 fois plus long. Il y a quelque chose à analyser. Et si on va encore plus dans le détail, on est capable de dire pourquoi ce service a mis 2 jours de plus à traiter. Donc, pour aller sur notre approche d'audit maintenant, donc c'est une approche par les risques, hein, c'est quand même le sujet de ce séminaire. Le Data Analytics aide beaucoup à mettre en œuvre cette approche par les risques à l'audit, dans le sens où, dans notre préparation de mission, qui se fait à peu près 3 mois avant la phase terrain, c'est l'organisation choisie chez Saint-Gobain, on va avoir cette mise à disposition de données par les Data Analytics, et donc les auditeurs vont commencer à regarder 3 mois avant un certain nombre d'alerteurs, de red flags qu'on a mis en œuvre, qui donnent ainsi des premières pistes d'audit. Après, on a le pré-audit, qui est le temps pendant lequel les auditeurs vont activement préparer la mission et faire toute l'exploration des différents dashboards et des différentes analyses disponibles. Et puis pendant la phase terrain, comme j'avais expliqué au démarrage, c'est là où en fait on va venir confirmer avec les opérationnels les pré-findings ou les pré-observations qu'on aura eues en phase de préparation suite à l'analyse des analytics. Voilà. Et puis après, on présente toutes ces analyses de manière synthétique en closing meeting, pendant la réunion de clôture avec le management. Et encore une fois, avoir ce type de visualisation à disposition pour convaincre le management sur les risques réels encourus par l'entité sur les sujets présentés, c'est un atout énorme. Aujourd'hui, chez Saint-Gobain, on dispose d'analyses principalement sur Celonis, hein, de purchase to pay, order to cash, sur les accounts payable, accounts receivable. On est en train de développer de nouvelles analyses sur les stocks, sur la production,
Et puis, on a aussi dans l'idée de travailler aussi sur un sujet lié au processus comptable, notamment dans les centres de services partagés finance. Vous voyez, donc en fait, on peut continuer à élaborer. L'outil, il permet de construire ses propres dashboards, ses propres analyses et de continuer à intensifier nos dashboards. Donc là, bon, rapidement, vous voyez, cet exemple montre le taux de conformité par rapport au processus type. Donc vous voyez, par jour, le taux de conformité par rapport au processus type. Alors en l'occurrence, là, ce n'est pas un très bon exemple, parce que le taux est assez faible. On est à 28% de taux de conformité. Ce serait plutôt un mauvais élève. Mais on voyait que pour l'auditeur, c'est très simple de voir en fait si par rapport au processus type établi, on a plutôt un bon comportement ou un comportement erratique ou très déviant. Si on regarde cette vue, donc on a toujours le taux de conformité, mais on voit surtout voilà, l'identification du nombre de violations. Donc les violations, c'est effectivement les anomalies. Donc, vous voyez qu'on en a ici, encore une fois, ce n'est pas un très bon élève, 26 728. C'est le chiffre que vous voyez en haut à gauche, soit 29% de cas de violation. Et puis, on voit aussi ce qu'on appelle, en anglais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglicisme finalement, le throughput time, c'est-à-dire le temps de traitement. Et vous voyez que le temps de traitement, il est en rouge de 16,8 jours versus 9,8 jours normalement. Donc là, on dit, oui, il y a quand même un problème. Et vous voyez aussi dans la partie basse du tableau qu'on a une analyse des causes racines. Et donc, l'outil nous permet d'identifier pourquoi on a aussi un taux de conformité aussi bas. Et donc, l'auditeur peut aller cliquer sur cette partie basse et vous regardez pour les 2% de cas qui correspondent à X ou Y violation, allez voir de quelle transaction on parle. Et il peut descendre au niveau de la transaction. C'est quand même ça qui est intéressant pour l'auditeur. Il va arriver à la pièce comptable. D'accord ? On a aussi, et c'est quand même très pratique, des tableaux comme celui-ci qui vous montrent les volumétries. Volumétrie en termes de niveau de stock, en termes de niveau d'achat, production, vente. Donc voilà, on a aussi cette capacité d'avoir en instantané quasiment les ordres de grandeur et la volumétrie des principales transactions de l'objet audité. Et puis, dernière vue pour continuer à vous convaincre du bienfait des data analytics. Vous avez ici un exemple de restitution qui permet de voir, par exemple, les niveaux de stock. Donc, on voit qu'il y a dans cet exemple 2400 références pour lesquelles on en a 760 qui sont en niveau de surstock. On en a 30 qui sont en niveau de sous-stock. Et puis, on a telle quantité de stocks qui sont en rotation lente et telle quantité de stocks qui sont considérés comme morts. C'est-à-dire, à un moment, il faut les scraper, les passer. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Encore une fois, on peut, dans la partie basse du tableau, vous le voyez, on peut redescendre au niveau de chaque matériel, de chaque référence et donc pouvoir analyser plus dans le détail. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. En espérant que j'ai rempli l'objectif de mieux présenter les data analytics, et en tout cas notre démarche chez Saint-Gobain sur ce sujet et notamment avec l'outil de process mining Celonis. Je pense que beaucoup de groupes, le digital est au cœur de la stratégie. Tous ces grands groupes qui se transforment et continuent de se transformer ont mis le digital voilà, comme une priorité. Chez Saint-Gobain, on a un programme qui a été lancé en début d'année par notre directeur général Benoît Vazin, qui s'appelle Grow and Impact. Ce programme, il est lié à deux composantes, le développement durable avec l'objectif de préserver l'environnement, le bien-être et d'ancrer notre responsabilité sociale d'entreprise. Puis un deuxième volet qui correspond à la performance. Il s'agit de créer de la valeur économique, d'améliorer l'expérience utilisateur et vous voyez, de libérer le pouvoir de la data. Donc le groupe est très conscient de la force de la data et de ce besoin de se l'approprier pour mieux traiter nos opérations et pour être créateur de valeur et de performance. Donc sans nul doute, le digital sert effectivement la valeur. Pour l'audit, ça nous a permis de remplir ce rôle de recherche de conformité et par ailleurs d'être force de proposition sur des
source d'amélioration de la performance. On est maintenant dans une démarche aussi d'utilisation des data analytics pour mettre en œuvre une démarche de contrôle pertinente pour les opérationnels. C'est évidemment un outil qui permet de mieux matérialiser les risques. Et puis, c'est un outil qui permet aussi d'innover, parce qu'en comprenant mieux là où se trouvent les problèmes, les goulots d'étranglement, etc., on peut remettre en cause les processus établis et être force de proposition sur de nouveaux modèles. Et puis, on espère aussi que ça va nous permettre de remplir de nouvelles exigences, notamment les exigences de reporting ESG, parce que vous avez bien compris que tout ceci nous permet de capter la donnée, et donc on peut ensuite l'utiliser, par exemple, pour collecter et calculer les consommations de CO2 sur la base des commandes d'achat. Et comme on est sur une technologie de data lake, on peut effectivement envisager de mettre en œuvre ce type d'analyse. Donc on travaille dessus actuellement avec la direction des achats. Et puis, et ce sera mon dernier point, c'est aussi un outil qui vient en support de la direction des assurances, parce qu'en réalité, quand les périodes de souscription des assurances s'ouvrent, on est sollicité à l'audit pour participer à ces réunions et démontrer aussi qu'on a des outils comme Celonis qui permettent de prouver la pertinence des analyses que l'on fait et donc de démontrer quelque part la solidité du dispositif de contrôle de notre groupe. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Merci Romuald. Donc, moi j'ai trouvé ça très, très éclairant effectivement et très intéressant pour le risk manager qui n'est pas l'auditeur interne mais qui est quand même consanguin ou à minima très proche. Oui, voilà. Et donc on a probablement beaucoup à apprendre et à bénéficier beaucoup de bénéfices à tirer de ces démarches-là pour nos propres process de gestion des risques et des assurances. Alors, j'ai envie de poser la question à Antoine. Du coup, si le risk manager qui est en charge des assurances arrive finalement à se connecter à cette démarche et à utiliser tout ça, est-ce qu'il est capable vraiment de valoriser cette matière, cette information structurée, récurrente, etc., dans le processus de souscription? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Alors, oui, bien entendu, tu me déflores un peu ma présentation, mais ça fait partie du jeu. Non, bien entendu, en tout cas, l'objectif, c'est je pense qu'aujourd'hui, il aura échappé à personne que le marché de l'assurance est un peu plus compliqué que ce qu'il était ces dernières années. Et effectivement, la qualité de l'information fait la différence. Hein. C'est vraiment, je pense, le leitmotiv. Donc, je reviens sur le thème de cet atelier qui est le numérique. J'ai trouvé cette citation sur Internet. Comme François l'a gentiment fait remarquer, vous avez vu que je suis une personne âgée. Voilà. Donc, je vous remercie d'avance de votre indulgence par rapport à la thématique qui est la nôtre aujourd'hui, puisque je ne suis pas un digital native. Voilà. Vous l'aurez sans doute vu. Aucun de nous. J'osais pas le dire. Alors, le numérique, c'est quoi? C'est effectivement toujours un petit peu ce Janus à deux visages que vous voyez à l'écran. C'est bien entendu un passage obligé et à travers, je crois, à la fois la question de François et les deux présentations que vous avez eues, on voit bien que la qualité de la donnée et avoir accès à de la donnée à travers des outils numériques, c'est aujourd'hui un must. Mais c'est aussi générateur d'énormément de risques. J'enfonce une énorme porte ouverte, mais je pense qu'il faut le faire avec le triptyque habituel de quoi on parle, d'identification, de quantification et pourquoi pas de financement et de transfert. Et juste pour vraiment rebondir sur la fin de la présentation de Romuald et sur la mesure de la performance par rapport à la qualité de l'utilisation de la donnée des entreprises. Je partage avec vous cette étude qui a été faite par Capgemini. Alors, la méthodologie, ils ont interrogé 500 entreprises et ils ont parlé à la fois, alors, soit au patron des systèmes d'information ou au patron de la technologie, peu importe le titre, et au DG et au directeur commercial. Et ils ont pris un petit peu la perception qu'avaient ces trois fonctions de la façon et de la qualité de la donnée dans leur entreprise. Ils en ont sorti ce magnifique nuage de points. Et vous voyez que, je vais essayer de vous les décrire rapidement, mais
ils ont fait 4 catégories. Donc, ils ont ce qu'ils ont appelé les data aware. Donc là, en gros, c'est des gens qui ont tout à fait conscience, c'est des organisations qui ont tout à fait conscience que la donnée, c'est quelque chose d'important. Mais ils n'ont ni les moyens, ils ont à la fois une qualité de données qui est médiocre et pas vraiment la façon de la visualiser, des outils pour la visualiser de façon efficace. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent les data enabled. Donc là, il y a les outils, mais par contre, il y a la donnée, mais par contre, ils ne savent pas très bien comment l'utiliser. Donc là, c'est un petit peu le pendant. Hein. Et ensuite, il y a les data masters, ça parle tout seul. Hein. C'est vraiment les gens qui ont à la fois des entreprises qui jugent qu'elles ont une qualité de données et les outils pour pouvoir les analyser et les traiter. Et les data laggards, c'est pas très joli, hein, mais ça c'est voilà. Mais c'est vraiment ceux qui sont un peu à la bourre. Et vous voyez qu'en termes de pourcentage, le graphique est assez parlant. On voit qu'il y a à peu près juste une entreprise sur 6 qui se qualifie elle-même. Alors attention, on est bien. C'est pas Capgemini qui a dit vous êtes là, vous êtes là. C'est leur méthodologie qui dit voilà, sur la base de nos critères, quand on vous interroge, vous vous retrouvez plutôt là. Donc on voit qu'il y a à peu près que un sixième des entreprises qui jugent qu'elles maîtrisent la donnée au sens propre, ce qui est assez, je trouve assez parlant. Et l'autre chose qui est assez parlante dans cette étude, c'est qu'il n'y a que 20% des directions générales qui ont confiance dans les propres données de leurs entreprises. Voilà, donc ça, moi, je trouve ça assez je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas. En tout cas, je pense qu'il y a du boulot pour Bertrand, ça c'est bien. Je pense que tu vas pouvoir travailler, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc pour rappeler l'importance de la donnée, et également des choses importantes sur la partie performance, c'est que les entreprises qui rentrent dans la catégorie Data Masters ont en gros une profitabilité qui est 22% supérieure à celle des Data Laggards et des croissances qui sont en moyenne 7 points supérieures à celles qui ne maîtrisent pas la donnée. Donc on voit, en tout cas à travers cette étude, on aurait la preuve que ce que Romuald évoquait, c'est-à-dire que les organisations qui maîtrisent la donnée sont plus performantes, et notamment plus performantes économiquement. Alors, je le disais, je pense que pour ceux d'entre vous qui sont en contact avec le marché de l'assurance, vous avez vu que c'est on va dire que c'est compliqué en ce moment, que c'est un petit peu plus compliqué qu'avant. Et dans ce cadre-là, la donnée revêt une importance capitale, puisque je pense qu'il y a deux grandes tendances. Il y a une tendance globale du marché de l'assurance, compliquée aujourd'hui, avec une raréfaction des capacités, avec tout le corollaire en termes d'augmentation de primes, d'augmentation des rétentions, et qui induisent un niveau d'information qui est requis, qui est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait connaître dans le passé. Ça, je pense qu'il y a un côté conjoncturel, qui est ce qu'on vit aujourd'hui. On sait tous que le marché de l'assurance, il y a des cycles. On est dans un cycle qui est un cycle très compliqué. Normalement, on devrait arriver peut-être un jour, enfin on va arriver à un plafond, c'est pas peut-être, on va y arriver, et le cycle va s'inverser. Donc cet effet conjoncturel avec cette importance de pouvoir donner des bonnes informations et des bonnes données devrait disparaître. Je pense que ça ne sera pas le cas, parce que je pense qu'il y a aussi une tendance lourde de fond en termes de conformité et de gouvernance qui fait qu'aujourd'hui, les assureurs doivent avoir dans leur dossier de souscription la preuve que les assurés font bien ce qu'ils disent. Et c'est vrai que s'il y a quelques années, on pouvait se contenter de déclarations, aujourd'hui, il faut pouvoir documenter ça, et notamment à travers la qualité de données. Moi, quand j'ai débuté, je vous ai dit, j'ai débuté il y a quelques années, il y a toujours quelque chose qui m'a beaucoup amusé, c'est que la campagne de collecte de valeur pour le renouvellement des programmes d'assurance dommages aux biens. Ça, c'est merveilleux. C'est quand on en parle, la collecte de valeur, j'ai l'impression qu'on va aux champignons. Faut connaître les coins. Non, mais c'est à peu près ça, quoi. C'est assez extraordinaire. Et chaque année, on a à peine terminé de renouveler un programme que on se dit là maintenant cette année il faut qu'on attaque la collecte des valeurs. On va l'attaquer tôt. Voilà. Et on voit la complexité. Pourtant, pour une donnée qui a l'air hyper basique, c'est quelle est la valeur de mes actifs et où ils sont. C'est une donnée qui a l'air super simple. On voit bien la complexité pour des organisations, et il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur une quelconque organisation, parce que je pense que
on en est à peu près tous au même point. La complexité pour des organisations à pouvoir fournir cette donnée, une donnée aussi basique. Alors, je parle de là, sur le dommage, c'est bien sûr ce qui est le plus simple, mais aujourd'hui, on va vous demander des données ou des informations sur des tas de sujets. Et c'est pour ça que, sur le slide, moi je dis que alors, je m'excuse par avance auprès de Bertrand si j'emploie pas la bonne terminologie. Moi, j'ai utilisé l'acronyme SIGR. Il est bien aussi celui-là. Ça va, ça va. Voilà, donc le système d'information de gestion de risque idéal, il aurait pour moi cette capacité à dialoguer avec l'ensemble des systèmes de production de l'entreprise pour pouvoir en extraire des données qui vont être des données bien entendu financières, ça on y pense assez naturellement, mais pas que. Ça peut aussi être bien sûr des données légales, contractuelles et commerciales. Donc voilà, aujourd'hui les problématiques d'embargo qui évoluent en permanence. Je pense que ceux d'entre vous qui discutent avec les assureurs ont déjà eu des tas de questions sur qu'est-ce que vous faites à Cuba, en Iran, en Syrie, avec qui, comment il s'appelle, il est marié avec qui, enfin voilà, ce genre de questions. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est des questions dont souvent on ne peut pas fournir les réponses à certains de nos interlocuteurs parce qu'eux-mêmes ne veulent pas entendre ces réponses-là. Donc on pourrait en parler pendant des heures. Je pense qu'on fera un autre atelier. Antoine, j'ai noté, tu es volontaire pour un autre atelier là-dessus? Okay. Avec grand plaisir. Donc vous voyez bien que la multiplicité du type d'informations et de données auxquelles on doit avoir accès aujourd'hui est absolument phénoménale. Et donc cette capacité à les consolider et à les rendre intelligibles pour un assureur, alors ça ne veut pas dire que les assureurs ne sont pas intelligents, hein. Donc, je le dis tout de suite. Ça veut juste dire que forcément, ils ne parlent pas tout à fait le même langage. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des courtiers, c'est pour aider à traduire. Voilà, un peu de pub, je fais un peu de pub. Donc, ayez un courtier, il va vous aider à traduire ces informations auprès de l'assureur. Et donc, le système d'information de gestion des risques idéal, il devrait avoir cette capacité à aller puiser de la donnée dans les systèmes, pourquoi pas, de process mining de l'audit et du contrôle interne, parce que je pense qu'il y a plein de données intéressantes. Quand j'écoutais la présentation de Romuald, je me disais, mais là, il y a vraiment une source de données intéressante et cette capacité à les extraire et à les restituer. Alors, voilà, ça c'est un peu le monde idéal. Alors, si on voulait aller un petit peu plus loin, déjà, si on arrivait collectivement dans notre milieu, dans notre industrie, pour reprendre la terminologie anglo-saxonne, dans notre secteur, à avoir cet échange de données un petit peu plus automatisé entre les différentes parties prenantes, ce serait déjà super. Je pense qu'on n'en est pas là. Mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, pourquoi pas, l'étape d'après, ce serait d'aller à passer et ça a été un petit peu évoqué à la fois par Bertrand et Romuald, d'un modèle purement réactif de je vais chercher une donnée et de l'information que je vais restituer à un assureur pour présenter mon risque et négocier mes conditions, à un modèle beaucoup plus dynamique et prédictif, où on serait capable, avec cette masse de données dont on dispose et dont disposent les assureurs et les réassureurs, vraiment ce qui est typique, c'est la partie, si on pense aux catastrophes naturelles et aux événements naturels, en mappant les valeurs, l'historique, la localisation avec les modèles des assureurs, on devrait être capable, j'imagine, avec les technologies d'intelligence artificielle, de pouvoir déterminer presque où et quand aura lieu le prochain sinistre. Voilà. Donc ça fait un peu science-fiction, mais je pense qu'on n'est pas si loin que ça et que c'est des choses sur lesquelles on pourrait travailler. Voilà, donc pour vous balayer très rapidement un petit peu notre vision des exigences de données pour souscrire et négocier vos programmes d'assurance. Donc le corollaire, effectivement, numérique, hein, c'est les risques. Donc je fais un peu de pub aussi, j'en profite. Donc E.ON réalise tous les 2 ans, on fait une étude, on interroge des entreprises. Cette année, elle a été publiée d'ailleurs pas cette année, c'était l'année dernière déjà, en 2021, dernière édition. On a interrogé 2300 participants dans 60 pays. Il y a, je crois, 16 secteurs d'activité qui sont présentés sur quels sont les risques les plus importants. Vous les avez à l'écran.
vous voyez que sur ces risques, je ne vous ferai pas l'injure de vous parler des risques cyber, parce que je pense que ça c'est fait, on les a tous bien en tête. Mais vous voyez bien que sur ces risques, je ne pense pas qu'il y en ait un où on puisse dire que le numérique et le digital n'aient pas un impact. Si on pense à la perte d'exploitation, si on pense aux dommages à la réputation, si on pense même à la pandémie, alors bien sûr à la supply chain, tout ça sont des risques où la part numérique et la part digitale de ces risques va être très importante. Donc vous voyez bien que aujourd'hui, j'ai bien aimé le titre de l'atelier, c'est quel numérique dans la vie du risk manager, mais j'ai envie de dire c'est quel numérique dans la vie tout court. C'est-à-dire que le numérique, il est partout, et donc forcément, il est prépondérant dans la gestion des risques. Et puis, pour terminer, et je conclurai là-dessus, je voulais vous emmener un petit peu dans un nouvel univers de risque à travers les métavers. Alors moi, je suis très modeste sur le sujet, parce qu'il y a encore une semaine ou 10 jours, je ne savais pas vraiment ce que c'était que les métavers. Mais du coup, pour préparer cet atelier, je me suis un petit peu renseigné. Je vous invite, il y a deux trucs vraiment très vulgarisants et très utiles pour comprendre ce que c'est que le métavers. C'est si vous allez voir la vidéo de Mark Zuckerberg où il explique pourquoi, sa petite vidéo institutionnelle, où il explique pourquoi ils ont changé le nom de Facebook en Meta. Ça dure une dizaine de minutes, mais c'est plutôt bien fait. On comprend très bien ce que c'est. Et il y a un article de Forbes, je pourrais laisser je ne les ai pas mis dans la slide, mais je pourrais partager les références, qui est vraiment très bien fait et qui explique. Donc, je m'excuse pour ceux qui sont pour les digital natives, qui sont hyper connectés, qui savent ce que c'est qu'un métavers. Donc, je vais expliquer ce que c'est pour les autres. L'idée du métavers, donc ça vient de Meta Universe, c'est la contraction des deux en anglais. C'est ces mondes virtuels dans lesquels on pourra travailler, se divertir avec les outils de réalité virtuelle, donc les fameux casques qu'on peut se mettre sur la tête et voir les outils qui seront directement demain. Alors là, c'est de la science-fiction encore, mais il y a de la recherche là-dessus, connectée à notre cerveau. Et donc, ce sont tous ces univers virtuels dans lesquels on pourra travailler, se divertir, peut-être un jour vivre. L'idée étant que ça sera totalement interopérable. Donc, on pourrait imaginer que l'AMRAE un jour se tienne, les rencontres AMRAE se tiennent. On sera tous chez nous avec notre casque de réalité virtuelle et on sera en même temps dans cette salle, tous ensemble. Et quand je tourne la tête, je vais à Romuald et voilà. Et si je regarde, je regarde le plafond de façon totalement digitale et totalement. On a hâte. Voilà. On a très envie d'y être, mais c'est ça la réalité. C'est ça le métavers. Alors pourquoi c'est intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a à travers les technologies liées à la blockchain et notamment ce qu'on appelle les NFT, les non-fungible tokens, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va pouvoir demain acheter des vraies choses dans les mondes virtuels. Donc, alors qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que pour illustrer, il y a aujourd'hui, vous l'avez sans doute tous vu, il y a des œuvres d'art virtuelles qui se vendent très cher. Il y en a une qui s'est vendue pour près de 70 millions de dollars dans une vente aux enchères à New York. C'est purement virtuel, mais c'est une vraie œuvre d'art. Et aujourd'hui, vous pouvez, dans certains mondes virtuels, vous balader et acheter des éléments virtuels. Il faut savoir que vous avez dans des mondes virtuels, vous avez des gens qui préemptent des terrains pour avoir la meilleure localisation pour leur futur magasin. Donc vous avez des Champs-Élysées virtuels qui existent et vous avez déjà aujourd'hui des entreprises qui achètent des terrains pour construire demain sur le meilleur emplacement des mondes virtuels. Voilà. Et donc demain, il est probable qu'il faille qu'on réfléchisse collectivement à la façon dont on devra assurer des objets virtuels qui pourront être détruits par des incendies virtuels ou des événements climatiques virtuels. Non mais voilà, je ne plaisante pas, mais c'est la réalité. Une question, tu penses que la prime sera virtuelle aussi ou... Alors celle-là... Parce que là, pour le coup, je pense qu'on serait assez rapidement d'accord. Hein. C'est une très bonne question. Je pense qu'elle se paiera en crypto-monnaie, dans une crypto-monnaie. Alors moi c'est pareil, je ne savais pas, mais il y a une crypto-monnaie qui s'appelle l'Ethereum, qui voilà, moi, je ne connaissais pas, mais qui vaut très cher.
Donc je pense que la prime se paiera effectivement en crypto-monnaie. Elle se paiera quand même. Mais elle se paiera quand même. Voilà. Mais le sinistre aussi, enfin j'espère. Voilà. Donc c'était juste pour illustrer que vous voyez à quel point quand on ouvre le sujet du numérique et les impacts que ça peut avoir sur la vie, sur les risques et bien sûr sur les assurances, vous voyez à quel point c'est large et à quel point ça peut aller très loin. Et juste pour conclure là-dessus, sachez que Carrefour a ouvert son premier magasin virtuel dans les métavers, je crois, ce lundi. Voilà. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans l'actualité. Donc avant de rentrer, vous pouvez faire vos courses sur Voilà, ce magasin. si vous voulez aller faire vos courses, vous pouvez aller chez Carrefour Virtuel. Il existe, il a ouvert lundi. Voilà. Merci Antoine. Très, très éclairant. Je pense qu'on a pas mal. On risque d'en rediscuter bientôt, peut-être l'année prochaine, dans les prochaines rencontres. C'est des sujets qui vont probablement occuper le quotidien des risk managers dans l'avenir. Donc on approche de la conclusion on est à la conclusion pour le coup. Donc je vais vous laisser la parole aussi à chacun d'entre vous, peut-être en commençant par Bertrand pour un mot rapide de conclusion. Et après on passera aux questions. Comme ça permettra de rester à peu près dans le timing qu'on avait prévu initialement, même si on a commencé un peu en retard. Merci François. Alors je pense qu'à travers tout ce qu'on s'est dit, moi ce que je perçois, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas ignorer la data. Ce qu'on perçoit aussi, c'est que c'est pas un chantier évident. Il y a un vrai sujet sur la qualité de la donnée. Il y a un vrai sujet sur la qualité de la donnée, sur le fait de construire ces data lakes. Mais il y a des vrais. Merci. Il y a aussi des vrais leviers d'entreprise. Les directions des risques ne sont pas seules dans ces démarches-là. Elles peuvent tout à fait s'appuyer sur des démarches de data lake qui sont plus larges. Et c'est important, je pense, qu'elles ne soient pas à côté de ces démarches, mais qu'elles en fassent vraiment partie prenante, parce qu'il y a une vraie valeur à tirer de tout ça. Merci Bertrand. Romuald, peut-être ? Oui, rapidement, parce que finalement, Bertrand a dit le principal. Mais effectivement, le digital est partout, et j'espère que par ma présentation et celle des autres intervenants, on vous a convaincu que voilà, il fallait enclencher cette démarche de digital, de data analytics, de transformation numérique, qui finalement est le vecteur principal peut-être aujourd'hui de croissance et de performance de nos organisations. Antoine ? Tout a été dit ou presque. Hein. Juste pour terminer là-dessus, moi, ce que je dirais, c'est vraiment, si je peux juste encourager vraiment les fonctions de gestion de risque que vous êtes, voilà, à vous intégrer et à essayer de convaincre vos patrons et vos collègues de l'importance d'anticiper et que vous soyez au cœur de la vie de vos entreprises. Parce que, encore une fois, on l'a vu, hein, le numérique, il est partout. Et donc, si demain, on veut avoir un marché de l'assurance qui répond de façon efficiente et qui continue à exister, encore une fois, de façon efficiente, pour les entreprises et pour les grandes entreprises, on sait tous la crise que traverse le marché de l'assurance dite cyber. Et on voit que les difficultés auxquelles sont confrontés les assureurs et les réassureurs pour répondre à ces défis-là. Et je pense qu'on peut arriver à les aider collectivement, mais pour ça, il faut vraiment que le risk manager soit au cœur et soit vraiment en dialogue avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise pour capter toutes ces données et encore une fois les rendre intelligibles pour essayer de construire les modèles d'assurance dont on a besoin pour couvrir ces risques numériques qui demain seront les risques tout court. Voilà, je pense que demain il n'y aura plus de dichotomie entre les risques dits numériques et les risques. Voilà, le numérique étant ce qu'il est, ça sera les risques tout court. Effectivement, je suis assez d'accord avec ces trois aspects de conclusion. La gestion des risques, le risk management et le risk manager, c'est une fonction d'interface. Donc il faut effectivement collectivement on continue et on renforce cet interfaçage, et notamment avec ces fonctions qui ont été évoquées assez largement, qui collectent toutes des données, parce que ce sont elles qui finalement gèrent les risques au premier chef. Et donc avec cette masse d'informations, on devra
pouvoir améliorer notre processus, renforcer la capacité à optimiser les assurances, à souscrire mieux et dans des meilleures conditions. Donc on voit bien qu'il y a un vrai enjeu. L'AMRE a structuré différents groupes de travail. Donc pour ceux d'entre vous qui sont membres, je vous invite si ça vous intéresse, à vous signaler. On vous intégrera dans les démarches. Et on a encore le temps pour une série de questions. Donc une série. Là, on vous met un peu la pression. Hein, donc une ou plusieurs questions, si vous en avez. On va faire passer un micro dans la salle. Donc si vous pouvez voilà. Première question. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour à tous. J'aurais une question pour Grégoire. Est-ce qu'il y aurait des outils de gestion du risque contractuel pour les équipes commerciales tendering, j'entends? Pardon? Pour les équipes commerciales tendering. Alors là, c'est une famille... moi, je ne connais pas d'outils spécialisés dans ce domaine-là. Moi non plus. J'ai pas l'habitude de Non, les mais voilà, rencontrer. c'est bien ce qui me Donc, semblait. Je cherchais donc. Je ne sais pas si dans la salle, certains en connaissent, mais en tout cas, non. Pas pour Merci moi. infiniment. Une autre question? Ouais. Ah. Le micro arrive. Hein. Sinon, il faudrait que ça se passe à chaque fois. Donc bonjour. Bonjour. Déjà merci pour la présentation. Je sais pas. Vous m'entendez? Parfaitement. Ok. Du coup, c'était pour savoir, pour tous la question, mais un peu plus pour Romuald, comment les utilisateurs finaux des outils qu'on développe parfois pour des outils numériques qu'on développe pour la gestion du risque, quelle est la réaction des utilisateurs finaux face à ces nouveaux outils? Donc, dans le cas de Romuald, les auditeurs, quelle était leur réaction face à l'introduction de nouveaux outils dans leur travail et dans leur quotidien? Très bonne question, parce que je ne l'ai peut-être pas assez précisé, mais ça demande du courage aussi d'utiliser les outils digitaux, parce que ça suppose de remettre en cause sa façon de faire, ça suppose de faire un peu table rase, d'apprendre de nouvelles méthodes, de se challenger, d'être en immersion dans le sujet et d'essayer de comprendre, parce qu'au départ, il y a beaucoup de paramètres à acquérir, et ma présentation avait l'air peut-être de montrer que c'était magique, mais moi c'est ce que j'ai retenu. Hein. Mais c'est simple une fois qu'on a compris, et c'est simple une fois qu'on maîtrise. Et donc il y a quand même du travail. C'est là où j'insistais quand même un peu en disant l'effort de formation, l'effort d'accompagnement était essentiel pour faire en sorte que les utilisateurs finaux ne soient pas découragés au démarrage et soient surtout ensuite pleins d'entrain et de motivation pour utiliser l'outil. Et si on fait cet accompagnement, alors oui, les utilisateurs finaux vont être convaincus de l'intérêt de l'outil, ce d'autant plus qu'ils ont ensuite les fruits de leur travail et des résultats probants qui vont effectivement rendre positive la démarche. Et juste pour compléter, est-ce qu'ils sont impliqués dans le choix de ces outils au départ, ou est-ce que on demande aux utilisateurs qu'est-ce que vous voulez bien avoir au départ? Alors, dans notre cas, pour l'application en audit, oui. Dans l'équipe fonctionnelle qui a défini les besoins, on a inclus des auditeurs pour bien nous assurer qu'on allait développer des vues et des dashboards qui soient qui correspondent aux analyses dont ils avaient besoin en priorité. Donc effectivement, c'est essentiel aussi. Oui. Merci. Peut-être pour compléter aussi, ce qui me semble important aussi pour parfois les risk owners ou les process owners, qui sont aussi des contributeurs importants, je dirais, de ces systèmes d'information et gestion des risques au sens large, c'est de trouver quelle valeur ajoutée on apporte à travers l'outil. Oui. Ce qui me semble important, c'est qu'on ne conçoive pas un outil que pour une équipe centrale qui tirera bénéfice de la démarche, des analyses, mais qu'on se demande bien en quoi est-ce que pour ces contributeurs-là qui sont clés, sinon ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va leur apporter? Des tableaux de bord, effectivement, des éléments d'analyse, des possibilités de piloter leur plan d'action à leur niveau, mais que ça ne reste pas que l'outil du corporate de collecte, d'analyse. Et ça, je pense que c'est un point très important pour rebondir sur un sujet qu'évoquait Antoine, sur la complexité
de la collecte des valeurs dans le processus de renouvellement de l'assurance dommage, c'est probablement aussi, cette complexité, elle est probablement née du fait qu'on n'a pas assez investi sur le bénéfice pour l'utilisateur ultime qui remplit la donnée. Il remplit cette donnée, finalement, pourquoi ? Pour permettre à l'équipe centrale de souscrire. In fine, il va avoir un bénéfice parce que sa prime, s'il a bien rempli les informations, sera peut-être un peu moins cher, mais c'est même pas certain. Et du coup, souvent, on lui demande une action spot. Il n'a pas forcément accès ensuite à l'information qui part dans des limbes qu'il ne maîtrise pas. Et du coup, il est moins enclin à passer du temps, de l'énergie dans le processus, sauf si on lui donne une autre valeur ajoutée, parce que finalement, en faisant ça, on lui offre peu de temps de service, de support de l'équipe centrale, mais c'est pas direct. Et du coup, en investissant un peu différemment, en gérant le projet différemment, en ajoutant peut-être effectivement la corrélation avec des alertes climatiques, des choses comme ça, dans cette base de données qu'il a lui-même remplie, on peut probablement simplifier le processus et dynamiser un peu le processus. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on ne le fait pas forcément, ou tout le monde ne le fait pas. J'ai vu qu'il y avait une autre question, puis après, il y en a encore une autre. Oui, j'avoue, Romuald m'a aussi fait beaucoup rêver. C'était un beau process assez linéaire, j'avoue. Quid de lorsqu'une société grossit, rachète de nouvelles sociétés, ce ne sont pas les mêmes ERP, ce ne sont pas les mêmes systèmes. Du coup, ces outils qui sont souvent basés sur des extractions très systématiques et uniformisées se retrouvent pas capables d'aller extraire ces nouvelles données qui sont potentiellement qui rentrent pas dans le framework de risque, qui rentrent pas forcément dans une taxonomie qui est connue dans la société. Et du coup, l'agilité, enfin je trouve en tout cas l'agilité des outils souvent c'est assez limitée lorsqu'on doit intégrer en fait des nouvelles parties dans la société. C'est vrai, c'est une question essentielle. La réponse est différente selon le type d'outil. Par exemple, sur notre utilisation de tableaux, donc l'outil de dashboarding, où on fonctionne effectivement par ERP, notre réponse à cette problématique a été d'avoir ce pôle d'expertise en Inde et de data scientists qui vont, sur notre demande, adapter les dashboards aux nouveaux ERP qui rejoignent le groupe. Donc on a commencé par SAP, ensuite on a ajouté Movex, ensuite on a ajouté QAD, etc. Et si on a un nouvel ERP qui rejoint le groupe et qu'on estime qu'il y aura suffisamment de besoins pour justifier la création de ces dashboards, alors on va demander à notre équipe de créer les analyses correspondantes. Donc ça suppose d'avoir une équipe derrière qui permette cette agilité et cette mise à jour. Et pour Celonis, pour le process mining, en réalité, la question cruciale, c'est est-ce que le système fonctionne à partir de logs ? Donc, est-ce qu'il y a des traces, des logs disponibles dans le système, accessibles dans le système pour réaliser ces analyses ? Si la réponse est oui, on peut le faire. Et c'est assez facile. Voilà. Peut-être pour compléter aussi, moi je vois beaucoup d'entreprises qui nous disent on a de multiples ERP, on n'a pas un SAP commun, donc on n'est pas prêt, donc on ne se lance pas. Et moi, la différence que je vois entre celles qui ont une démarche efficace et les autres, c'est ceux qui sont lancés avec un environnement qui n'est pas parfait, et c'est complètement normal, mais qui du coup, ils sont allés progressivement ou enclencher une démarche, ou enclencher cette démarche avec les équipes data, avec la DSI, se sont fait la main sur des outils. Et évidemment, c'est assez imparfait au début. On couvre un périmètre qui est limité, mais je pense que si vous attendez d'avoir toutes les étoiles qui soient alignées, les SI uniformes dans toute l'organisation, des équipes data qui ont cleané toutes les données, etc., vous irez jamais en fait. Et donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer. Il ne faut pas attendre d'avoir 15 personnes en Inde disponibles pour traiter la donnée non plus. Ça se fait vraiment, je pense, ce sont des démarches qui se font petit à petit. Voilà. Mais nous, d'ailleurs, on a commencé petit dans notre cas. Au départ, on n'avait pas beaucoup de systèmes couverts, on n'avait pas beaucoup d'analyses, on avait une petite équipe. Et puis c'est vrai qu'on apprend en marchant. Et voilà, et comme l'expérience est positive, on a évidemment envie d'améliorer notre couverture et de développer de nouvelles analyses. Et c'est là où on grossit. Et les budgets se développent. Les budgets se développent parce que c'est convaincant en termes de résultats. Voilà. Donc comme on a commencé en retard, on a encore le temps quand même pour une dernière question. Gérard, le micro arrive.
Déjà, merci à tous les quatre pour cette présentation tout à fait remarquable. Alors, ma question va plutôt se diriger vers Romuald, mais je pense que Bertrand peut être tenté d'apporter un complément. Dans la démarche Grow and Impact de Saint-Gobain, il y a toute une partie extra-financière, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, alors Celonis ou un autre outil a la maturité et peut permettre à une organisation comme Saint-Gobain, finalement, d'améliorer sa performance extra-financière par du process mining, au-delà du data analytics qu'on fait déjà, où je suis juste, moi aussi, Romuald m'a trop fait rêver. Merci. Alors, selon mes dernières réunions de lundi, donc assez récentes, le sujet est quand même encore très, très récent, et donc on essaye surtout aujourd'hui. Ta question, c'est améliorer la performance. Est-ce que ça peut aider à améliorer la performance? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt déjà en train de voir est-ce que ces outils data analytics permettent de mieux capter la situation et de collecter les informations et de préparer le reporting extra-financier. C'est plutôt le sujet qui nous anime aujourd'hui. Après, est-ce que ça aide à améliorer la performance? Par définition, si on est capable de collecter et d'analyser, on est capable ensuite de mettre des plans d'action. Et donc, au final, oui. Il y a certainement plein d'autres sujets sur lesquels ces outils peuvent aider à l'amélioration de la performance extra-financière, mais bon, on est encore en train de travailler dessus. Donc, je n'ai pas une vision globale, mais en tout cas, c'est sûr que sur la partie préparation du reporting, on utilise beaucoup, d'abord le data lake nous aide beaucoup à centraliser l'information et donc avoir un point unique de collecte de l'information. Et ensuite, ces outils permettent, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une piste par exemple sur le carbone, d'avoir les volumes d'achat par exemple, et sur la base de ces volumes d'achat niveau groupe, de définir avec des facteurs de définir les niveaux de consommation en CO2. Ce qui aujourd'hui est quand même un challenge pour tous nos groupes d'arriver à avoir cette donnée. Alors on n'est pas, pour reprendre un petit peu le propos de Bertrand, on n'est pas sur du 100%. Donc il y aura toujours 20%. Chez nous, on a calculé qu'il y avait à peu près 20% de l'info qui n'était pas dans le data lake, mais on a quand même 80% de couvert. Donc c'est un bon démarrage. Et puis après, voilà, on affine, etc. Mais c'est encore une démarche en cours de... Voilà, on est en train de mettre en place la démarche. Bertrand, un complément? Pas de complément cette fois-ci, je pense que c'est très clair. Pas de complément, ok. Bon, mais il nous reste à vous remercier d'avoir participé à cet atelier. Donc vous avez vu qu'il y a un processus d'évaluation. Ça nous permet aussi de calibrer les besoins, les idées, les futures interventions pour l'année prochaine. Donc aujourd'hui, maintenant, tout est numérisé. Donc si vous avez déjà téléchargé l'appli des rencontres par ce canal-là, vous pouvez donner votre avis sur l'atelier. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez scanner le QR code ou vous loguer, vous créez un profil dans l'application et procéder à l'évaluation. Encore une fois, merci. On vous souhaite d'excellentes rencontres. Maintenant, il y a une pause qui nous attend dans le village des partenaires. Donc n'hésitez pas à y aller, on se recroisera peut-être. À bientôt. Merci.